vous dire que le président Gbagbo nous a donné des émotions, des palpitations que nous n'avions plus eues depuis la disparition de Thomas Sankara. Le feu est en train de couver sous le siège de Blaise Compaoré. Parce que les jeunes soldats patriotes du Burkina Faso commencent à montrer que ce pays va reporter son vrai nom, le pays des hommes intègres. Avec Blaise Compaoré, c'est le pays de la mafia et de la France-Afrique, le pays des réseaux, le pays de la corruption, le pays de la démission, le pays de l'iniquité. Le président Gbagbo nous a apporté, je terminerai sur ça, deux raisons d'espérer et de croire, de continuer à lutter. J'ai consulté la thèse de doctorat du président Gbagbo. À Jussieu, il a soutenu en 1979 une thèse sur les ressorts socio-économiques de la colonisation en Côte d'Ivoire de 1940 à 1960. C'est le travail universitaire le plus remarquable qui a été fait sur les mécanismes de la domination française en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, à travers ce travail, a souligné que la France, depuis De Gaulle jusqu'à Jacques Chirac, la France officiellement prétend qu'elle veut implanter la démocratie dans le monde. Et d'ailleurs, c'est au nom de cette prétention que la France occupe des territoires entiers et donne aux tyrans de toutes sortes les moyens de faire leur carrière. C'est au nom de cet idéal que la France a imposé au peuple gabonais Omar Bongo Ondimba pendant des années avant de mettre son fils à la place. Ouattara sait très bien qu'il est arrivé au pouvoir par effraction. Il a mis en parenthèse les institutions de la Côte d'Ivoire. Il a foulé au pied le Conseil constitutionnel. Il a tué les Ivoiriens. Il a massacré, il a violé, il a pillé. Il ne peut pas être l'homme du consensus. Il est disqualifié par ce qui nous anime au sein du Conseil de la résistance ivoirienne panafricain, avec Abel Naki, tous les autres frères de tous les mouvements, tous les frères kémites, tous les frères panafricanistes, tous les frères haïtiens. Ce qui nous anime maintenant, c'est l'espoir d'un combat qui va conduire à la libération de toutes les prisons et de tous les peuples qui souffrent en Afrique. Depuis le Burkina Faso, depuis le Nigeria, le Cameroun dont je vois le drapeau ici, Haïti dont je vois le drapeau, toutes ces espérances se confondent en un seul idéal, et cet idéal porte un nom, Laurent Gbagbo. Nous devons actualiser partout où le peuple souffre. Lorsque nous allons briser les murailles érigées par les tyrans et que nous allons abolir toutes ces frontières mentales, toutes ces frontières tribales, toutes ces frontières physiques qui font que les Africains d'une même famille n'arrivent pas à se retrouver. Lorsque nous allons retrouver la pensée du président Gbagbo, sa pensée panafricaine, il nous faudra à ce moment-là repartir et ne pas faire comme si la messe était dite. Le vrai combat ne fait que commencer. C'est pour ça que je finirai par 4 axes de proposition.
La première proposition, elle est d'ordre judiciaire. La fille du président Gbagbo a décidé de porter plainte contre ceux qui ont kidnappé son père, ceux qui ont tué Désiré Tagro, ceux qui ont tué tous les collaborateurs du président Gbagbo. Et cette plainte doit être aussi appuyée par tous les Africains que vous êtes. Nous sommes tous des victimes, nous sommes des parties civiles dans ce combat judiciaire qui s'amorce. Nous vous demandons d'appuyer et de recueillir tous les témoignages en votre possession sur les violations des droits humains, les massacres, afin de constituer un dossier qui accablera la France, qui accablera Nicolas Sarkozy, qui accablera les réseaux mafieux de la France-Afrique. Deuxième proposition. Aujourd'hui, il y a des entreprises, sur 100 entreprises françaises, parmi les plus performantes. Je commencerai par Total Finaef, par Areva, tout ça. 60 tirent leurs revenus directement de l'Afrique. Autrement dit, si Nicolas Sarkozy ne libère pas le président Gbagbo, nous allons nous engager dans un combat qui sera un combat de boycott des produits français en Afrique. Nous préférons consommer chinois. Nous préférons consommer africain. Mais nous n'allons plus nourrir nos bourreaux. Nous allons donc engager une action de rétorsion économique qui prendra une forme que nos ennemis n'imaginent pas. Le troisième point, c'est que quand il y a un malheur et un drame dans une famille, on en profite pour taire les réconciliations, pour amorcer les réconciliations, taire les haines et les rancœurs. Notre problème, ce n'est pas les Dioula. Notre problème, ce n'est pas les Tutsis. Quand un Européen voit un Noir, il ne se demande pas s'il est Dioula ou Tutsi. Il le traite comme un nègre. Donc notre problème, c'est l'unité africaine. Il faut que nous arrivions à nous unir et à dépasser les clivages ethniques, les règlements de compte entre peuples africains, parce que c'est comme ça qu'ils font irruption dans notre maison pour pouvoir nous dicter leurs lois. Je vous dis donc de crier Afrique unie! Afrique unie! Afrique unie! Afrique unie! Afrique unie! Dernière chose, la libération du président Laurent Gbagbo et de sa femme, ce n'est pas une revendication que nous portons, c'est une exigence morale et un devoir impérieux. Sinon, le mot démocratie n'aura plus aucun sens et nulle part les Africains n'écouteront plus les discours de ceux qui parlent tout le temps de bonne gouvernance, de droits de l'homme, etc. C'est Franck Fanon qui disait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission historique, la remplir ou la trahir. La mission historique de notre génération, c'est l'accomplissement du rêve le plus ardent du président Gbagbo, à savoir l'unité africaine et la libération des peuples africains. » Beaucoup de